Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et utilisez notre chaîne YouTube pour écouter l'émission et pour nous envoyer vos commentaires et vos questions. Ça nous fait super plaisir d'échanger avec vous. Et pour nous faire encore plus plaisir, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Ça nous encourage à continuer et puis ça nous motive. Alors, pour animer cette émission, je suis comme d'habitude avec Quentin qui, pour une fois, va peut-être parler de basket et non de tanking. Salut Quentin. Salut Bern, salut tout le monde. Alors effectivement, je suis assez content de faire ce podcast où on va pouvoir parler un peu basket parce qu'on a pris plaisir hier soir. C'est vrai que ces derniers podcasts, on parlait pas trop basket, plus trade, etc. Parce que les Mavs, bon voilà, la conjecture fait qu'ils nous rendaient pas très heureux sur le point de vue du basket. Ceux qui n'ont pas la vidéo, vous voyez pas, mais Nico et moi, on a chacun une veste de notre club de foot qui nous rend heureux à côté. Et ben hier, notre club de basket commun nous a rendu heureux en même temps, donc c'était l'occasion de faire ce podcast. Et puis pour ceux qui veulent savoir quel club on supporte, et venez sur YouTube et abonnez-vous. Ouais, alors je rappelle qu'on enregistre cette émission le 20 janvier. C'est donc le lendemain de ce match entre les Mavs et les Knicks. C'est aussi le lendemain de Martin Luther King Day. C'est un jour férié aux États-Unis. Mais Nico, toi, tu n'as pas de chance, tu as quand même travaillé. Comment tu as vécu ce MLK Day ? Ouais, je suis parti des rares crétins qui ont travaillé le jour de MLK Day, j'en suis pas très fier. Écoute, je dirais juste qu'en quelques mots, le MLK Day est quand même une journée pour les droits de l'homme. On va schématiser ça très très globalement pour une forme d'équité du coup, et qui prend du coup un sens tout autre quand on regarde l'actualité du monde et particulièrement aux États-Unis, qui n'est pas très réjouissante de mon petit point de vue. C'est généralement une journée d'orgie de basket et c'est ce qui s'est passé effectivement hier. Mais c'était cool. Et sinon, ça va bien et j'espère que vous allez bien. Et effectivement, quand tu as une magnifique veste, donc regardez sur YouTube, c'est une magnifique veste. Pas aussi belle que la mienne, mais elle est pas mal quand même. Bon, alors on va revenir sur ce match quand même contre les Knicks parce que, bon, il faut le dire, hein, nous trois, je crois qu'on est tous les trois dans l'état d'esprit de il faut perdre des matchs. On veut aller chercher le pic le plus haut possible à la prochaine draft. Malgré tout, hier, les Mavs nous ont fait plaisir et ça faisait plaisir de les voir jouer au basket. Alors, ils n'ont pas du tout eu le mémo hein, sur les 3 derniers matchs. 3 victoires d'affilée. Je crois que c'est la 2e fois seulement cette saison. Qu'est-ce qui leur arrive là aux Mavericks, Quentin ? C'est bien la preuve hein, de ce qu'on a dit plusieurs fois cette saison. Les joueurs ne tankent pas et en aucun cas des joueurs NBA vont faire exprès de perdre des matchs. Hein, c'est plutôt des choix de management. Les 2 derniers matchs d'avant, c'était face à une équipe très faible, le Jazz. Là, on était quand même face à une équipe qui est censée être bien meilleure, même s'ils traversent une phase compliquée. On était quand même chez eux. Mais ce qui se passe tout simplement, Barn, c'est qu'en ce moment, on a des joueurs qui ont la confiance de notre côté à Dallas, de Max Christie, Klay Thompson notamment. Et en plus, ce qui a bien fait plaisir, c'est que Cooper Flagg était de retour. Son premier match en tant que joueur NBA au Madison Square Garden. Donc il y a en fait tous les éléments, toutes les lumières étaient ouvertes côté Dallas. Petite parenthèse, parce qu'il y a quand même un truc qui a l'air d'être pas top. P.J. Washington est absent pour raisons personnelles. On sait pas trop ce que c'est au vu de ses dernières stories Instagram. Peut-être, je sais pas, peut-être que c'est lié à sa maman. Donc j'espère que ça va aller pour lui. Mais à part ça, voilà, sinon tous les joueurs qui sont disponibles, pour le coup, ils ont bien de la confiance en ce moment. Et ça a donné ce match qui a été une orgie offensive côté Mavericks. Non mais Quentin, c'est pas possible. Les Knicks, ils avaient tout leur effectif. Hein, je crois qu'il n'y avait aucun absent. Et je vous cite juste le 5 de départ des Mavericks. Donc, Dwight Powell, Cooper Flagg, Caleb Martin, Najee Marshall, Max Christie. Ouais, les gars, est-ce que c'est les Knicks qui ont mal joué ou alors c'était les Mavs qui ont surperformé à Nico ? C'est un peu des deux. Je dirais juste que les Mavs, ils n'ont pas seulement gagné au Madison Square Garden, ils ont mis une branlée de l'espace aux Knicks. Le score final ne reflète pas, c'est qu'il y a eu pendant une bonne partie du match, il y a eu 25, 26, 27 points d'écart. Donc avec l'équipe B, on est gentil des Mavericks, ils les ont écrasés. Les Knicks, c'est pas la teuf. Hein. Concrètement, les Knicks, les 10 derniers matchs, c'est 8 défaites. Donc depuis la victoire en Cup, ils sont un peu dans le gouffre, mes amis de New York. C'est pas l'euphorie, Mike Brown, c'est pas forcément la personne préférée de tous les New-Yorkais en ce moment. Et effectivement, c'est pas une question de blessure, hein. Jalen Brunson est revenu. Je pense qu'il n'était pas à fond hier soir non plus. Néanmoins, ils ont montré une équipe qui est sûrement pas au niveau d'une équipe qui va aller en finale NBA. En tout cas, c'est leur objectif. Donc là, ils en semblent très 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 loin. Après, on a aussi vu des bons Mavericks. On avait des
clairement des joueurs qui étaient en confiance de fou, et qui est Klay Thompson et Max Christie notamment, et ils ont déroulé effectivement à humilier, franchement pour moi c'était une humiliation, les Knicks hier. Choquant, vraiment choquant. Ouais, 15 3 points là hier. Notamment Max Christie 8 sur 10 et Klay Thompson 4 sur 7. Alors encore une fois, ils n'ont pas du tout le mémo là, ils n'ont pas du tout eu les instructions d'aller chercher le pic de draft le plus haut possible là, Quentin. Ils sont en feu les deux là. Bah, la crise de confiance de Klay Thompson qu'on a pu avoir au début, elle est bien derrière nous. Ça fait quand même quelques temps maintenant que ça marche plutôt bien. Et Max Christie, là, il step up clairement. Ils ont aucune envie de perdre, et donc ça, encore une fois, c'est sûr et certain. Hier, tout simplement, c'est un de ces soirs qui arrive à tous les shooters, hein, où en fait il y a tout qui rentre, parce que il est fini à 8 sur 10 à 3 points, mais en fait il est à quoi, à 6 à la mi-temps, et les deux suivants ils arrivent rapidement dans le troisième quart-temps. En fait, à la fin il y a eu tellement d'écart qu'il est un peu sorti, ou qu'ils sont un peu mis à le défendre, mais en fait il y a eu 8-3 points en deux quarts-temps et demi. C'était vraiment une performance de haut vol, et à un moment j'ai pas pu m'empêcher de me dire putain, mais est-ce qu'il irait pas titiller le record qui est en plus détenu par Klay Thompson. Donc c'est ça qui aurait été vraiment très très drôle. Mais ouais, là c'était vraiment un gros plaisir à voir. De nombre de 3 points mis dans un match, pardon. Mais au final, il a 14, donc il en est loin. Mais tu vois, quand il était à 8 au milieu du troisième quart-temps, je me suis dit, pourquoi pas. En tout cas, il y a quand même un truc qui est assez honteux de la part des Knicks, c'est que ils ont mis beaucoup de temps à respecter Max Christie. La plupart de ses tirs étaient quand même relativement ouverts. C'est pas des tirs à la Luka Doncic où tu as le défenseur qui est sur ta gueule, tu prends un step back compliqué et ça rentre. La plupart étaient quand même bien ouverts, alors que, tu l'as dit, les autres joueurs de l'effectif, c'est pas non plus des flèches. Donc il y a eu aussi un manque de sérieux clair de la part des Knicks. Et les joueurs, je crois, Kat l'a dit à la fin du match, je comprends les huées qu'il y a eu de la part de nos fans. Attends, en fait, j'allais te dire justement que j'ai trouvé que Max Christie, c'était pas seulement des catch and shoot. Il a eu aussi des shoots extérieurs où comment ça s'appelle, quand tu t'arrêtes et que tu shootes. Nico, c'était pas que des tirs ouverts là pour le coup. Moi, j'ai trouvé. Ouais, enfin en tout cas, moi j'insisterai sur le très mauvaise préparation de ce match. Max Christie, c'est pas nouveau qu'il est en grande forme, c'est une menace extérieure. Regardez juste en une seconde, tu regardes sur ESPN les classements des joueurs prolifiques à 3 points et du volume de tirs pris à 3 points. C'est pas une surprise, je comprends pas qu'il ait aussi laissé ouvert. Et puis effectivement, il était dans un grand soir, donc il ratait rien. Il n'y avait pas que des tirs faciles, mais à ce niveau-là, tu peux pas laisser Max Christie aussi ouvert. Tu vois, c'est vraiment, t'as raison, c'est un manque de respect. C'est globalement un manque de respect. Mais globalement, de toute façon, c'est un sacré bordel chez les Knicks. Je sais pas trop ce qui va se passer. Je sais pas aussi, peut-être que ça leur fera du bien à la fin de la trade deadline aussi, mais pareil, Kat, je l'ai trouvé, il aurait dû massacrer Dwight Powell et Moussa Cissé. Le seul truc qu'il a massacré, c'est l'entrejambe de Dwight Powell, et c'est lui balancer les coudes dans les yeux. Franchement, c'est le seul truc qu'il a réussi à massacrer. Donc ils étaient très décevants. Et sinon, Klay Thompson, là, sur ce match, il est à 4 sur 7 à 3 points. Mais alors, si on regarde les derniers matchs, celui d'avant contre Utah, 6 sur 11. Ensuite, avant, 6 sur 13. Bon, 2 sur 7 contre Denver. Mais après, contre Brooklyn, 6 sur 9. Mais lui, il est sur une série de matchs. Il a retrouvé on a prime Klay, là, les gars. Ouais, il y a plusieurs trucs à dire. Moi, je vais te dire plusieurs trucs à dire. Un, le volume de shoot a augmenté. Parce qu'effectivement, tu dis, il prend 13 shoots, c'est quand même vachement plus que ce qu'il prenait avant. Donc, il y a un volume qui a augmenté, mais du coup, la réussite suit. C'est quand même fort. Il faut quand même dire, il a passé une étape importante dans sa carrière. Il se disait lui-même admirateur de Reggie Miller. Il est 5e de tête, si ma mémoire est bonne maintenant, sur le volume de tirs à 3 points rentrés en NBA. Je ne sais plus le chiffre exact. J'aurais dit 4, je vais checker. 2561 3 points pour Klay Thompson. Voilà, donc il est passé devant Reggie Miller, qui est quand même un sacré client. Donc symboliquement, tu vois, je ne sais pas si c'est ça qui lui donne confiance, ou si c'est Megan Thee Stallion qui était au premier rang Madison Square Garden pour l'encourager, mais en tout cas, il est sur une très très bonne lignée. Au moment, tu vois, on se dit, pareil, on avait plié les goals, on ne croyait plus en rien, et ben voilà, l'ami Klay Thompson, il nous aide à gagner des matchs. Je ne sais pas s'il faut le remercier une nouvelle fois, mais en tout cas, il est très précieux pour les Mavs.
il enchaîne des très bonnes séries. C'est peut-être une bonne idée, une bonne chose là pour la trade deadline qui arrive. Quentin, là, il va peut-être reprendre, il y a peut-être des équipes qui vont se dire, ouais, si Klay Thompson il est en feu comme ça, peut-être qu'il se ferait du bien à mon équipe. Totalement. Totalement. On disait à un moment, et moi le premier, que la valeur était quand même pas énorme. Là, je pense quand même que ça peut commencer à peser. Alors, on va pas être non plus sur des first round picks, tu vois, ou des first round picks élevés. Mais là, il y a clairement une valeur qui se dégage pour une équipe qui souhaite aller en playoff et qui a un manque de réussite à 3 points sur le banc. Je sais pas, par exemple, Minnesota, tu vois. Bref, des équipes comme ça, je pense qu'il peut avoir une valeur. Je viens de checker, il est 4e, du coup, il est même passé devant Damian Lillard qui a plus joué cette saison. Et le dernier match face à Utah, il me semble qu'il met même tout en première mi-temps. J'ai pas pu regarder le match, malheureusement, mais il me semble que c'est même une première mi-temps exceptionnelle. Où il a pris feu, mais totalement. Et en deuxième mi-temps, c'est un peu relâché, et notamment parce que on gagnait le match très tranquillement. C'est un des gros points positifs, et j'avais dû le dire il y a 2 ou 3 mois. Je tiens quand même à tirer un peu son chapeau, parce que encore une fois, il est venu à Dallas pour jouer avec Kyrie Irving et Luka Doncic. Il se retrouve à sortir du banc dans une équipe qui globalement cherche pas vraiment à gagner. Et il reste extrêmement professionnel. Donc oui, ça nous fait chier pour la team tanking. Mais pour le coup, on a été aussi dur dans le passé avec lui. Là, c'est le moment aussi d'applaudir ça, tu vois. Et du coup, une partie de moi a envie qu'en fait, il puisse aller loin aussi dans une autre équipe. Parce que c'est pas avec nous cette année, en tout cas, qu'il va aller loin. J'ai vu des gens sur Twitter qui disaient qu'il faudrait qu'on le garde pour mentorer les jeunes, etc. C'est pas faux, mais je sens qu'on va déjà faire ça avec Kyrie Irving. Et j'ai pas envie de me trimballer non plus, tu vois, une ambulance de vieillard. Mais bref, globalement, c'est cool ce qui lui arrive et qu'il ait repris confiance en son tir. Bon, y a un autre joueur aussi qui nous a fait plaisir hier. Alors lui, là, il sortait du banc. C'est Moussa Cissé, qui était la doublure de Dwight Powell. Moussa, il nous fait plaisir par son énergie, par sa protection de cercle. Hein. Il a eu 4 contres hier. Nico, parle-nous un peu de Moussa Cissé, là, parce que c'est notre francophone dans l'équipe, là. Ouais, en fait, la semaine dernière, j'avoue que quand j'ai revu ma diatribe là, sur Daniel Gafford et combien il fallait le garder, j'ai oublié de dire un truc qui était peut-être que le pivot, il est peut-être déjà dans l'effectif. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à développer Moussa Cissé? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où il a que 23 ans, le mec, hein? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où, en fait, Moussa Cissé, il grandit, il progresse et en fait, il peut décrocher une place de backup pivot l'année prochaine au Mavs? Ça paraît pas non plus complètement incroyable. Je pense que c'était cool de le voir effectivement très fort contre les Knicks hier soir. Une nouvelle fois petit Knicks, mais enfin quand même très fort. Le truc encore plus sympa pour lui, je pense que Moussa Cissé, il a beaucoup voyagé. Hein, il est de Guinée à la base. Il a quitté la Guinée à 13 ans. Et il est arrivé au lycée dans le New Jersey, à New York. Après, il a vécu à New York, encore dans le lycée à New York, dans le Queens. Et ensuite, il a fait la fac à Memphis. Donc je pense que pour lui, tu vois, de faire un grand match, à New York, il y a un sens pour lui. 2, Madison Square Garden, qui est un peu comme la mecque du basket. Excusez, j'adore l'American Air Center, mais il y a quand même pas c'est pas la même dimension. C'est encore plus symbolique pour lui, quoi, tu vois. Donc vraiment doublement content pour lui. Et puis il ouvre une page des espoirs de lui qui est encore en two-way. Hein. Enfin, faut pas l'oublier, il est encore en two-way contract. Donc faire des matchs comme ça, c'est envoyer des messages. Je suis là, les copains. Pensez à moi, quoi. Ouais, hier, il est à 15 points, 9 rebonds, dont 4 offensifs. Mais c'est surtout cette impression de... Moi, c'est vraiment l'énergie qu'il met et puis cette assise défensive qu'il a. J'adore ce joueur. Franchement, Quentin, je ne sais pas ce que tu en penses. J'en pense du bien. Je suis assez d'accord avec Nico. Son plafond, c'est effectivement backup pivot en NBA, ce qui est déjà excellent. Hier, j'ai bien aimé le fait qu'il a pu se confronter à un joueur de son profil, un petit peu en la personne de Mitchell Robinson. Donc on est effectivement sur de l'athlétisme pur, pas très adroit au lancer franc. J'ai apprécié le fait qu'il y a eu un peu une sorte de hack sur lui, et il a globalement tenu. Il a plus de 50%, c'est pas ouf, mais il est à 5 sur 8. C'est mieux que ce que fait Mitchell Robinson. Donc on a tout intérêt, évidemment, à essayer de le faire progresser. On est dans une saison où on ne cherche pas forcément à gagner. Il coûte rien, c'est-à-dire que si ça se passe mal, c'est un two-way contract, on n'aura absolument rien perdu. Donc évidemment que sur cette fin de saison, il faut essayer un peu de maximiser le nombre de jours qu'on a le droit de l'avoir, vu que c'est un two-way contract, on ne peut pas l'avoir un nombre infini, et voir ce que ça peut faire, parce que l'an prochain, ça peut effectivement être
être une place importante, surtout dans l'optique d'un Lively qui peut être blessé de temps en temps et d'un Gafford qui ne serait plus là. Donc bien sympa, et puis aussi on va pas se mentir, c'est un joueur à highlight, on a des alley-oop assez fous, des dunks bien vénères. Donc il rentre aussi dans la bonne dans toute cette catégorie Nembhard, Flag et Moussa Cissé. Cette année, on a quand même beaucoup de déceptions, mais au moins au niveau des rookies, on est servi. C'est un des rares points où on est bien, donc c'est cool qu'on en parle. Oui, un petit mot aussi sur Cooper Flag, hein, c'était son match de retour, il avait été absent deux matchs à cause d'une blessure. Comment vous l'avez trouvé, Flag? Bon, il avait fait un match correct sans être extraordinaire, mais un bon 18 points, 7 sur 14. Ah, Nico, t'es pas d'accord? Mais ouais, voilà, je suis d'accord avec Nico. Il était pas mal, il a mis 20 points, il a dominé sur les ailes, ouais, normal. Non, moi je trouve que pour un mec qui revient de blessure, il s'était gentiment taquiné les chevilles, là, donc il revenait de blessure. Au Madison Square Garden, dans la carrière des joueurs, c'est toujours un moment important. Ton premier match au Madison Square Garden, c'est une forme d'étalon, tu vois. Il y a même des comparatifs un peu sur le premier match de Michael Jordan, le premier match de Shaquille O'Neal, le premier match de Wembanyama au Madison Square Garden. C'est un marqueur de carrière. Moi, je l'ai trouvé très bon, tu vois. Je pense qu'il aurait pu avoir plus de minutes, mais la tournure du match a fait qu'il n'y avait pas forcément besoin de beaucoup plus pousser. Il a été très bon dans l'alternance. Il est pas mal en shoot extérieur. J'ai l'impression que c'est son capacité à accélérer, tu vois, dans ses progrès. Il a bien alterné l'intérieur et l'extérieur, très présent. L'athlétisme qu'il a, ça, c'était impressionnant. Plusieurs fois, il fait une interception à un moment et son athlétisme très supérieur, surtout sur des Knicks qui avaient une nouvelle fois pas très fin. Moi, je l'ai trouvé très saignant pour un retour de blessure, une nouvelle fois très fort, quoi. Il me semble qu'il avait déjà fait un match il y a un an où il avait été très bon. Après, je suis pas la NCAA, mais il y avait eu un match de NCAA l'an dernier au Madison, je crois, où il avait aussi fait une belle perf. Donc, à l'instar des très grands joueurs, j'espère que le Madison Square Garden lui réussira bien et que ça sera un terrain sur lequel il voudra encore plus se donner que habituellement dans les matchs de saison régulière. Un dernier mot quand même sur un autre joueur qui m'a impressionné hier, et je voulais quand même mentionner, c'est Naji Marshall, parce que pareil, on s'habitue, je trouve, à ses perfs, mais en fait hier il y a eu plusieurs moments où au niveau des flotteurs, et notamment avec des flotteurs avec la faute, où je me suis dit, je l'ai tweeté, je disais, premier degré, ce mec, ses flotteurs, c'est un des plus précis, un des plus mortels de la ligue. Je suis vraiment impressionné par... encore une fois, on sait d'où il est venu de New Orleans, on connaissait pas trop le truc, il venait remplacer Derrick Jones Jr. Et au final, aujourd'hui, ça devient quand même un joueur sur lequel on peut compter à chaque fois qu'on est décimé. Hier, il m'a impressionné. Donc évidemment, le show, c'était Max Christie, mais qui était sur des tirs, je trouve, pas tous, mais la plupart étaient aussi un peu ouverts. Naji Marshall, il a eu de la difficulté. Et je voulais le souligner, parce que c'est encore une très belle perf de sa part. Il est starter, il joue plus de 30 minutes, c'est le deuxième plus gros temps de jeu de l'équipe, et il fait un vrai taf. Voilà. C'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois, il a une efficacité dans la peinture qui est assez incroyable pour un non-pivot. Et là, les 5 derniers matchs, là, il est autour de 20 points par match, même plus contre Utah et contre Denver. Donc ouais, il commence à être une pièce indispensable de l'effectif. Nico, on avait parlé peut-être la semaine dernière qu'il fallait peut-être le trader parce que sa valeur est assez haute. Mais quand on le voit jouer comme ça, ça donne vraiment pas envie. Ça en donne envie de le garder. Je te confirme, j'ai surtout pas envie de trader Naji Marshall. Je trouve qu'une nouvelle fois, tu as raison de rappeler un peu les mérites un peu de l'ami Naji Marshall. Il était au-delà de la réussite au tir. Vous parlez beaucoup de la réussite au tir. Moi, c'est l'attitude. Il dit toujours I'm a dog. C'est vraiment, c'est un dur au mal, c'est un chien de la casse. Il est là des deux côtés du terrain. Il a du talent effectivement offensivement dans l'efficacité de son petit jumper à quelques mètres du panier. Mais moi, ce qui m'impressionne plutôt, c'est l'envie constante qu'il a. Moi, ce que j'ai retenu hier soir, c'est qu'il n'y a pas de scène trop grande pour Naji Marshall. Tu as des joueurs qui, au Madison Square Garden, c'est plus les mêmes, tu vois, c'est un peu les petits chiots. Naji Marshall, c'est pas ça en fait. Il n'y a rien qui lui fait peur à Naji Marshall. Et la scène du Madison Square Garden, t'as pas l'impression que ça lui fasse très très peur, quoi. Donc là, effectivement, on va dire qu'on est décimé. Donc c'est un second rôle qui prend un rôle de premier rôle. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais je veux pas arrêter de louer ses mérites parce que franchement, il fait plaisir des deux côtés du terrain, Naji Marshall. Moi, je le dis souvent, hein, c'est le poumon
droit ou gauche, vous prenez comme vous voulez, mais c'est au moins un des deux poumons des Mavericks, Najee Marshall. Quentin, Ouais, faut pas le normalement, trader, Nagy. Je suis moins catégorique. J'adore Nadir Marshall, je serais très content s'il est là. Mais je pense qu'il peut aussi avoir des. Maintenant, il peut avoir une vraie valeur. En gros, tu vois, je serais pas catégorique comme un Cooper Flag où on ne touche pas. S'il y a une très belle offre, je suis pas contre le trader, mais honnêtement, j'aimerais bien le kiffer. Je kifferais bien le garder quand même. C'est pas comme Gafford où tu vois, là où j'étais plus sur, je pense qu'il faut le trader. Nadir Marshall, je suis un peu entre les deux parce que je pense qu'il fera aussi beaucoup de bien s'il reste. Le seul point négatif qui est quand même pas des moindres, c'est que à 3 points, c'est pas ça. Et c'est encore plus fou d'être aussi, tu vois, les joueurs petits d'habitude qui sont très bons en flotteur. Exemple, évidemment, Stephen Curry, tu vois, des joueurs excellents, c'est aussi des joueurs qui sont à droite sur la ligne. Et lui, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment son point faible, ce qui rend son flotteur encore plus inexplicable. Et j'aime bien parce que même la forme est inexplicable. Donc, il y a un attachement avec ce joueur pour ce côté assez unique. Donc voilà, c'était important d'en parler, il continue de nous faire kiffer. Voilà. Et en plus, défensivement, c'est quand même lui qui scoltine la défense extérieure, le meneur adverse. C'est lui c'est un ancre aussi défensif, Nico. Ouais, Nagy. Ouais, complètement. Moi, j'aime bien rappeler aussi que son histoire du coup de joueur non drafté, et on en a quand même un certain nombre, c'est tout à son honneur. C'est un chemin quand même très cabossé pour arriver jusqu'à un match, comme tu vois, mettre 18 points, je crois, hier soir contre les Knicks au Madison Square Garden. C'est un chemin de traverse. Et je suis à la fois content, moi, pour ceux qui passent par les chemins de traverse, tu vois, qui n'ont pas été prédestinés, comme Cooper Flag, tu vois, qui est un peu le super-héros, qui arrive premier. Moi, j'apprécie aussi les joueurs qui passent par des chemins de traverse et qui réussissent, du coup, à gagner des places qu'ils n'imaginaient pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit toujours en conférence de presse. Il dit « I'm a dog ». Moi, j'ai été non drafté, je ne m'attendais pas à être là. J'avoue que moi, alors on peut jouer le stratège de il a une certaine valeur, il faut le trader. Tu as raison quelque part, Quentin. Moi, je garde une dimension très émotionnelle là-dedans et je me dis, c'est des joueurs que j'ai envie de garder auprès de moi. Tu vois, je trouve qu'ils représentent vraiment ce que j'aime bien dans le basket, ce que j'aime dans le sport. Donc, des joueurs qui représentent ça, j'ai pas trop envie qu'ils se barrent. Moi, j'ai envie qu'ils restent très égoïstement. T'as raison. Et je viens de regarder, du coup, effectivement, les lumières ne sont pas trop étincelantes pour lui au Madison Square Garden. L'an dernier, le match de Dallas face au New York Knicks, c'est son record en carrière. Il a mis 38 points. Donc, il aime bien venir jouer dans cette salle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, alors, les matchs à venir, les gars, des Mavs. On peut y revenir, oui. Ça se complique, hein, je disais. Je vous cite en vrac les prochains matchs. Warriors, Lakers, Bucks, Timberwolves, Hornets, ça va. Rockets, Celtics, Spurs 2 fois, Suns, ça se complique. Alors, est-ce que les Mavs peuvent gagner là avec leur effectif, toutes leurs blessures, leur effectif actuel, ou alors c'était vraiment clé? Ouais, nuancerais ce que tu décris. Les Warriors viennent de perdre Jimmy Butler, ça va être très compliqué du coup. Ils ont toute une adaptation à faire. Les Hornets, je pense que c'est pas trop le moment de les jouer accessoirement. Les Bucks, c'est catastrophique. Y a Les Lakers, c'est pas ça en ce moment. Ouais, pareil, je sais pas trop comment. Attends, tout est possible pour moi. Tu vois, je ne vais même pas me lancer dans des pronostics. L'effectif là, sur le papier, nous amène à penser qu'on va en perdre un paquet. Après, jamais j'imaginais qu'on éclate les Knicks et qu'on gagne 2 fois contre Utah avec une équipe B. Hein. Je comprends plus rien, moi, pour le dire autrement. Je ne sais plus ce qu'ils font. C'est vrai que cette saison, à l'extérieur, on est vraiment nul. Les Knicks étaient normalement forts à domicile. Et là, il se passe ça. Donc, bon, il n'y a plus aucune logique. Donc, j'ai envie de te dire qu'on va gagner. Alors, on va gagner à San Francisco avant de perdre à la maison. Bon, en tout cas, parlons de l'éléphant dans la pièce. Je sais pas si ça se dit en français, mais surtout, c'est le gros match de cette saison. C'est Luka qui revient à la maison. Ça sera jamais un match comme les autres. Je pense que ça va quand même être sympa à voir parce que on sait que lui il va nous pondre une masterclass, ça c'est sûr à tous les coups, parce que même si les Lakers c'est pas ça, lui il continue à avoir des stats stratosphériques. C'est pas ça défensivement les Lakers, mais offensivement c'est quand même une machine. Oui, mais ils ont Luka et LeBron, mais sinon c'est quand même très pauvre avec l'absence d'Austin Reeves. Là, de ce que j'ai vu en tout cas, ils y arrivent pas. Et DeAndre Ayton, il a l'impression qu'il veut jouer un match sur 2. Quand il veut jouer, ça marche bien, mais sinon ça perd des matchs assez facilement. Donc c'est pas eux qui me font le plus peur. Tu vois, la double confrontation face aux Spurs, j'ai plus hâte de voir ce qu'elle m'a donné.
Bon, dans tous les cas, j'ai l'impression quand même qu'on se dirige vers un ventre mou, ce qui ne me plaît pas trop, les amis, honnêtement. Et on verra ce que ça va donner. Hein. Mais ouais, les gars, quand il faut perdre, il faut perdre. Là, il faut qu'on aille chercher ce. J'ai envie d'être 6-7 là, à la draft. J'ai pas envie d'être 10-11. C'est pas. Ça c'est n'arrivera bien, ça. pas, Barn. Ça n'arrivera pas. Faut mettre de côté tankaton.com, on va le laisser tranquille, on va voir un peu ce qui se passe. Je suis d'accord avec toi. Après, quand tu as un tout résumé, pour moi, au tout début de l'émission, quand tu décris que les joueurs ne tankent pas, bah, c'est exactement ça. Nous, là, stratégiquement, le front office, si on se prend pour le front office pendant quelques secondes, on peut rêver quelques secondes. Et ben on se dit, faut tanker les gars, faut tanker les gars. Les joueurs ne veulent pas tanker. Les joueurs ont aucun intérêt à tanker. Ils veulent leur contrat, ils veulent améliorer leur statut, ils veulent des prolongations, ils veulent se montrer. Au fil des minutes, ils ont intérêt à être aussi beaux que possible. Hein. C'est ça. Et un exemple concret de tanking, nous sommes en train de tanker. Quand tu mets Dwight Powell, Caleb Martin dans le 5 de départ, que tu les fais jouer plus de 20 minutes, plus de 25 minutes, c'est littéralement du tanking. Quand tu vas chercher le nouveau, celui qui va arriver, Robinson Earl, que tu le fais jouer 15-20 minutes, c'est du tanking, tu vois. Que tu mets au repos, tu prends pas tu prends tes précautions avec Gafford, etc. Enfin, c'est littéralement ça. Donc, à un moment, on peut pas faire plus. Les joueurs, ils sont là, ils ont envie de jouer, ils ont envie de tout donner, comme tu as dit, Nico. Ils gagnent, et ben voilà, it is what it is, et la saison est encore longue, on peut pas non plus mettre tout le monde au repos, tu vois, pendant 40 matchs, c'est pas possible. Donc on laisse voilà, les choses comme elles sont faites. On espère perdre avec des grosses performances de Cooper Flag. C'est ce qu'on veut tous. Hein. Mais puis après, voilà, arrivera ce qui arrivera. Et ça se trouve, et ben, on finira par jouer le play-in avec un Kyrie de retour. Et on verra où ça nous mène. Mais ce qui est sûr, c'est que cette saison, les amis, elle est incompréhensible. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait des podcasts en disant c'est affreux, juste derrière après, ça repart. Quand on dit que ça va bien, ils vont reperdre contre 3 équipes de merde. Et quand on dit qu'on comprend rien, ils prennent une direction, tu vois. Une direction vers l'opposé de ce qu'on disait. Eh ben, à un moment, écoute, voilà, on est posé, on discute au comptoir de bar et puis on comprend plus rien à ce qui se passe. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais contre Utah, les Mavs mettent 144 points le premier match et 138 points le deuxième match. Les Jazz, eux, ils tankent, ils sont bien forts au tanking. Nico, pourquoi nous, on n'arrive pas à faire pareil? Moi, je suis pas un grand amateur de Danny Ainge. Je peux dire que je déteste le personnage. Je dirais que Danny Ainge, il est probablement beaucoup plus fort pour appuyer des théories de tanking un peu forcées. Et peut-être que son message passe un peu mieux auprès de tout le monde. Je dirais c'est un peu comme ça. Ce qui est marquant, en tout cas, contre le Jazz, ces deux matchs-là, clairement, c'était open bar des chez open bar en défense. Je veux dire, oui, on avait une adresse extérieure et compagnie, mais enfin, ils se sont pas énervés sur la défense, hein, les amis des Jazz. Hein. Tu reprends les deux précédents matchs qu'on a fait avec les Jazz, on perd 2 fois, c'était pas franchement la même intensité offensive. Hein, donc, je vais pas crier à la théorie du complot, mais c'était pas énervé le Jazz, on va dire ça comme ça. Hein. Je voulais qu'on parle aussi des rumeurs là, avant la trade deadline, mais il ne s'est pas passé grand-chose, sauf peut-être cette blessure là. Qui va impacter Golden State, parce que Golden State était quand même dans les rumeurs de trade pour Anthony Davis. Est-ce qu'on peut du coup exclure Golden State pour le trade de Anthony Davis suite à la blessure de Jimmy Butler? Ce qui est sûr, c'est que ça fait moins sens, parce qu'il y avait un côté de vouloir jouer le tout pour donner à Steph Curry ce qu'il mérite, c'est-à-dire 1 ou 2 dernières années de très compétitive avec Butler, avec Green et avec Anthony Davis. Avec la blessure, la longue durée, donc normalement les croisés pour Butler, ça rabat un peu les cartes. S'ils veulent vraiment jouer le tout pour le tout, les Warriors, ça veut dire qu'en gros, il va falloir donner, en plus de Jimmy Butler, des pics de draft pour dire vous prenez le fardeau et nous on récupère quelqu'un dans l'autre sens. Donc je sais pas si ça tue les conversations. Pour moi, ça fait encore moins sens. Déjà qu'on disait la dernière fois que ça faisait pas trop sens. Ça floute encore plus le paysage, en tout cas du côté des Warriors. Donc j'exclurai pas la piste totalement, mais ça me semble encore plus improbable en tout cas. Après, peut-être pour Anthony Davis, ça fait moins sens. Je pense qu'ils ont, Oui. ils sont même pas sur le banc, ils sont sur les tribunes. Jonathan Kuminga, j'ai quand même du mal à croire que malgré la blessure de Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, il soit aux Warriors le 6 février. Hein. Oui, il va être tradé. Hein. Là, il va toujours être tradé. Donc, pour dire autrement, c'est peut-être pas Anthony Davis, mais c'est peut-être Del Gafford. Tu vois, il y a peut-être des sujets de. On va toujours bouger. Ils vont peut-être pas bouger dans la même proportion, mais ils vont toujours bouger. Hein.
Ouais, j'ai vu des propositions de draft qui parlaient en gros de Butler qui a un salaire important, plus Kuminga qui n'a pas un salaire important. Et avec ça, tu ajoutes des tours de draft parce ils ont toute une ribambelle. Enfin, leur pic de draft à eux dans les années à venir, ils les ont, les Warriors. Et des premiers tours de draft. Et qu'en fait, tu fasses un package autour de ça pour récupérer dans l'autre sens un joueur qui puisse apporter vraiment et qui a l'envie de rester sur le long terme. J'ai envie de te dire pourquoi pas, honnêtement. Je trouve pas ça déconnant comme package. Les gars, en off, sur notre groupe chat, je vous ai posé une question et vous ne m'avez pas répondu. Je vous ai demandé, et si on tradait Kyrie Irving avant la trade deadline? Il va avoir 34 ans. Il a eu une grosse blessure, on ne sait pas vraiment comment il va revenir. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'aller chercher des assets avec un Kyrie Irving qui a encore de la valeur? Je vais te répondre avec le grand cœur que je peux avoir. Non. Non, parce que je pense qu'il y a un attachement émotionnel important à Kyrie Irving. Je pense qu'il est trop important pour l'ensemble du groupe. Qui va revenir, surtout que, je veux dire, si on a un trade là, il arrive bientôt, hein, c'est une question de semaine, peut-être un mois de plus, mais enfin bon, et ça se rapproche enfin de son arrivée. J'imagine pas un scénario où on le traite juste avant qu'il revienne. Franchement, je trouverais ça assez horrible. Alors si on est dans un cynisme à la Nico Harrison pour reprendre le roi des cynismes, peut-être qu'on fait ça, mais j'espère qu'on a appris de cette leçon-là et qu'on fera pas un truc aussi dégueulasse que ça, quoi. Tu réfléchis trop avec ton cœur, Nico. C'est comme avec Najee Marshall. J'arrive avec la réflexion avec le cerveau, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Nico, réflexion avec le cœur, réflexion avec le cerveau, donc, qui va dans la même direction. Pour moi, non, il ne faut pas le trade, parce que sa cote aujourd'hui est très basse. On ne sait pas du tout ce qu'il va donner. Ça se trouve, il va revenir en mauvaise forme, ou alors en très bonne forme. On n'a aucune idée. Nous, en tout cas, à Dallas, on a confiance en lui. On aime beaucoup de ce qu'on a vu, ce qu'il nous a montré, c'est très positif. Donc le trader maintenant pour obtenir pas grand-chose en retour, c'est pour moi une très mauvaise opération. À la limite de limite, s'il faut le trader, c'est si en fait il revient et que tout se passe, qu'il est très fort mais que c'est pas suffisant et qu'on fait un rebuild total de chez Total, que tu l'envoies dans une autre équipe, mais qu'en fait il est prouvé qu'il soit fort. Là en fait sa valeur aujourd'hui est trop basse pour le dégager. Et deuxième raison, Nico on a un peu parlé. On a déjà, je pense, une très mauvaise réputation par rapport au move qui a été fait de Nico Harrison. Alors, ok, il est plus là. Si on fait un deuxième move aussi dégueulasse, aussi traître que ça, en moins d'un an, vraiment, l'image serait catastrophique et je pense que ça nous desservirait sur le moyen long terme. Qu'en fait, t'es un joueur, t'as pas envie de venir à Dallas si tu fais ces coups-là à tes franchise players. Ce qui s'est passé avec le Doncic, c'est l'erreur qui arrive une fois par siècle et on a dégagé le connard qui a fait ça. Là, ça ne doit plus jamais se reproduire. Donc voilà, le cœur, le cerveau et la... Donc toi, tu dis que si on trade Anthony Davis, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Ça va pas impacter notre réputation. Non, ça que va les gens pas sont impacter là. attachés émotionnellement à Anthony Davis, très honnêtement, je ne pense pas. Il n'y a pas de raison de s'attacher émotionnellement à Anthony Davis. L'histoire n'est pas du tout la même que Kyrie Irving. Je dirais, pour appuyer ce que tu décris, Quentin, on galère toujours à la free agency à récupérer des gros talents. Faire des coups comme ce qu'on a fait avec Luka Doncic ne va pas nous aider. On n'a pas intérêt à répéter un scénario pareil. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Hein. Dallas, c'est une grande ville. Tu payes très peu d'impôts. Il y a une équipe, un grand espoir en place comme Cooper Flag qui va être au sommet de la NBA pendant 15 ans. Il y a quand même des arguments, tu vois, pour te dire, putain, si je suis free agent, ça peut être une destination intéressante. Nous ne tirons pas une nouvelle balle dans le pied en faisant un truc une nouvelle fois dégueulasse. Moi, je trouverais ça dégueulasse. Ah, puis une balle dans le pied et une balle dans le cœur. Hein. Les fans aiment vraiment beaucoup Kyrie Irving. On était très nombreux, évidemment, Luka Doncic était notre franchise player. Kyrie Irving, pour beaucoup, est devenu notre co-franchise player. Et c'est assez fou quand tu sais à quel point on aimait tous Luka Doncic, à quel point il était sur un piédestal. Kyrie Irving, on en a parlé dans ce podcast, il est devenu, pas le lieutenant, le co-franchise player avec Luka qui se complétait parfaitement. Si tu trades Kyrie Irving, c'est ouais, d'un point de vue attachement émotionnel pour les fans, ouais, je pense qu'on s'en remet pas, même si on a Cooper Flag. Donc non, je le vois même sur Twitter, hein, beaucoup de gens me demandent toujours quand c'est qu'il revient, parce que c'est plus que... Enfin, il y a quelque chose de spécial avec ce joueur, tu sais, il a un côté de beauté du basketball que beaucoup de gens aiment.
Donc en fait, sur tous les points de vue, je vois pas un bon plan de trader Kyrie Irving dès maintenant, à part si le mec nous dit qu'il veut partir, et on n'a vraiment pas l'impression qu'il a envie de partir, il se sent bien à Dallas, ce qui n'était pas le cas à Brooklyn, et voilà, faut que ça continue honnêtement. Ok, chers auditeurs, en commentaire sur YouTube, dites-nous si vous voulez trader Anthony Davis, si vous voulez trader Najee Marshall ou même Kyrie Irving. Donnez-nous votre avis. Vous connaissez le nôtre. Et Gafford, ça m'intéresse aussi. Si vous voulez trader Gafford, je pense que c'est peut-être le jour où il y a peut-être le plus débat. On n'était pas d'accord avec Nico, donc donnez votre avis là-dessus. Et Klay Thompson aussi. Max Christie. En fait, dites-nous qui vous voulez trader avant le 5 février. Ça approche, c'est dans maintenant 2 semaines. Donc, on va suivre ça de près et puis on va vous dire à la semaine prochaine. Merci les gars. Salut tout le monde, merci à tous. Salut, à bientôt.